Il était trop tard pour appeler. J'étais planté devant la fenêtre de la chambre 508 d'un hôtel d'affaires de seconde zone, sirotant un café qui avait probablement infusé depuis la veille au matin et parcourant, sans grande conviction, les diapositives d'une présentation pour un client qui ne m'intéressait plus vraiment. Le téléphone a sonné vers 8h30 du matin. La réception. Une voix polie, professionnelle. Puis, la réceptionniste a prononcé quelque chose qui m'a sincèrement fait éclater de rire. Tellement c'était absurde, j'ai pensé qu'il devait s'agir d'une erreur. Monsieur, je vous prie de nous excuser pour la confusion, mais il semble y avoir un problème de double réservation. Votre épouse s'est enregistrée à l'hôtel hier après-midi avec un invité, et nous vous avons également sur la liste. Incroyable. J'ai carrément pouffé dans le téléphone. C'est impossible. Ma femme est à la maison avec nos 2 enfants en ce moment même. Démenti. Le silence qui a suivi a duré bien trop longtemps. J'ai perçu quelque chose en arrière-plan, le bruit de papier qu'on froisse. Quelqu'un qui respirait prudemment, comme s'il choisissait ses prochains mots. Puis, très doucement, monsieur, pourriez-vous descendre à la réception? Je pense que nous devons en discuter en personne. La ligne s'est coupée avant que je puisse poser d'autres questions. Je suis resté là, complètement figé, pendant peut-être 5 bonnes secondes avant que mon corps ne rattrape mon cerveau. C'est précisément le temps qu'il a fallu pour que mes mains commencent à s'engourdir et à devenir froides. J'ai inspecté la chambre d'hôtel, comme si les meubles ou les murs pouvaient fournir une explication à ce que je venais d'entendre. Ma valise était soigneusement posée sur le porte-bagages, la chemise que j'avais méticuleusement repassée ce matin pendait à la porte de la salle de bain. Le silence de ce qui aurait dû être une matinée tout à fait normale était maintenant radioactif. Anormal. La descente en ascenseur ressemblait à une plongée dans les profondeurs. Lent. Silencieux. Lourd. Surréaliste. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes sur le hall, le directeur était déjà là, à m'attendre, un sourire nerveux plaqué sur le visage, un bloc-notes serré dans des mains tremblantes, me faisant rapidement signe de le suivre derrière la réception vers un petit bureau à l'arrière. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un mauvais numéro. Ce n'était pas un cas d'erreur sur la personne. C'était réel. Et je le sentais au plus profond de moi. La porte du bureau s'est refermée derrière moi, et je l'ai vu tourner un écran d'ordinateur dans ma direction. Image de vidéosurveillance, en noir et blanc granuleux. Flux vidéo du hall de l'hôtel, clairement daté de la veille. 17h47 hier soir, a murmuré le directeur, pointant du doigt l'écran d'une main tremblante. Juste ici. Je me suis penché plus près, plissant les yeux sur les images granuleuses. Et là, elle était. Ma femme, Jennifer. Pas quelqu'un qui lui ressemblait vaguement ou qui pouvait y ressembler sous un certain angle. C'était absolument, indubitablement, à 100% elle. La même démarche caractéristique, le même manteau gris qu'elle porte pour aller au travail, les cheveux relevés de cette façon spécifique qu'elle fait toujours quand elle joue les femmes d'affaires, souriant comme si elle avait de nouveau 22 ans et qu'elle n'avait aucun souci au monde. À côté d'elle marchait un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Grand, attitude assurée, portant un de ces costumes de créateur un peu trop ajustés que les cadres intermédiaires mettent quand ils pensent vraiment avoir l'air d'être des grands patrons. Tandis que je regardais, elle a tendu la main et a touché son bras délibérément alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs. Pas un effleurement fortuit ou un contact accidentel, un geste délibéré, familier, confortable. Je l'ai regardé appuyer sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Pendant qu'ils attendaient là, elle s'est penchée et a embrassé sa joue. Pas un petit bisou rapide, un vrai baiser. Ils ont tous les deux ri de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Puis, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un digne, et ils sont entrés ensemble, disparaissant du champ de la caméra. Le directeur se tenait à une trentaine de centimètres derrière moi, essayant de ne pas respirer trop fort. Je pouvais l'entendre tripoter nerveusement son stylo, en cliquant dessus sans arrêt. Je pensais que vous étiez déjà au courant, a-t-il finalement murmuré, avec la voix d'un homme qui en avait trop vu et trop peu dit. Je suis vraiment désolé. Je ne me suis pas retourné ni n'ai répondu, je suis resté à regarder l'écran où ils avaient disparu. Finalement, j'ai pointé le moniteur. Pouvez-vous m'envoyer une copie de ces images par email? Il a hoché la tête rapidement, les doigts déjà en mouvement vers le clavier. Voulez-vous aussi des images de l'étage des suites? Elle a utilisé son nom pour la réservation, donc je peux faire remonter tout ce qu'on a, tous les angles de vue. Envoyez tout.
Je lui ai donné une vieille adresse email poubelle que je n'avais pas utilisée depuis probablement 4 ans, une que je gardais spécifiquement pour les situations où j'avais besoin de quelque chose en dehors des circuits habituels. Puis, je me suis retourné et suis sorti de ce bureau sans dire un mot de plus. Je ne suis pas remonté tout de suite dans ma chambre, cependant. D'abord, je suis sorti dans l'air froid du matin. J'avais besoin de respirer autre chose que l'air recyclé du système de ventilation de l'hôtel. L'air était indispensable pour ressentir quelque chose de réel. Ces images de surveillance n'étaient pas une simple erreur spontanée ou une coïncidence fortuite. Ce que je venais de voir respirait l'aisance, la familiarité, la coordination, la planification. Elle n'avait pas trébuché accidentellement dans une aventure impulsive. Elle avait organisé ça, tout prévu. Ce qui voulait dire que je n'étais pas juste un mari qu'on maintenait dans l'ignorance. J'étais un décor, un accessoire, quelque chose qu'elle avait posé soigneusement sur l'étagère de sa vie pendant qu'elle avançait, construisant la nouvelle version d'elle-même qu'elle pensait pouvoir façonner à partir de draps d'hôtel et de menus de room service. Je n'ai appelé personne tout de suite. Je n'ai dit à personne ce que je venais de voir. Je suis juste remonté dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, tiré les rideaux et ouvert mon ordinateur portable sur le bureau. Que les choses soient claires. Je n'étais pas assis là à planifier une vengeance ou à imaginer comment lui rendre l'appareil. Je planifiais la clarté. De la documentation. De la compréhension. Parce que si elle était là, dans cet hôtel, avec un homme au hasard que je n'avais jamais rencontré, alors qui diable était à la maison à surveiller nos enfants en ce moment? Et si vous pensez que cette question n'a pas fait complètement s'éteindre ma vision pendant quelques secondes, c'est que vous n'avez jamais vu votre monde entier basculer avant le petit déjeuner. Ce que personne ne vous dit vraiment sur les images de surveillance, c'est à quel point elles sont silencieuses. Pas de bruit de fond, pas d'ambiance sonore, pas de rire, pas de pas. Juste des mouvements capturés par la caméra. Ces mouvements à lui. Ma femme qui repousse ses cheveux de son épaule comme elle le fait toujours juste avant de donner à quelqu'un le sentiment d'être spécial et important. Lui qui se penche près d'elle, et elle qui ne recule pas, ne crée pas de distance. Au contraire, elle a souri encore plus largement, ce genre de sourire particulier que je pensais autrefois réservé au dîner d'anniversaire et au dimanche matin à faire des crêpes avec les enfants. L'horodatage dans le coin supérieur gauche de l'écran a rendu tout encore pire. Hier à 17h47. À 17h47 précise hier, j'étais en appel vidéo avec mon plus jeune fils, Marcus, pour l'aider à finir une fiche d'exercice de maths, à 3 états de distance. Il gémissait et se plaignait que les problèmes de fraction étaient trop difficiles. Je me souviens lui avoir dit que sa mère l'aiderait davantage après le dîner, qu'elle était probablement en bas en train de préparer des tacos ou des spaghettis ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, en réalité, elle était ici, dans le hall de cet hôtel, collée contre un inconnu dans la zone des ascenseurs d'un hôtel où nous avions tous les deux séjourné personnellement des dizaines de fois au fil des ans pour divers voyages de travail. Le même hôtel où elle s'était une fois plainte spécifiquement que les oreillers étaient trop fermes. Où nous avions une fois fait l'amour après un gala client juste parce que ça semblait spontané et excitant. Elle l'a embrassé sur les images. Pas un petit bisou rapide et amical. Un baiser maîtrisé, facile, confortable. Comme si ce n'était certainement pas leur première fois ensemble. J'ai ouvert mes contacts téléphoniques et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas touché depuis probablement 5 ans. Brian Matthews, ancien camarade de fac de droit qui est maintenant avocat en contentieux des affaires basé à Seattle. On blaguait sans cesse en disant qu'il finirait par défendre des criminels de guerre et que je finirais par poursuivre Dieu lui-même. Il s'était taillé une niche très lucrative, en effectuant des enquêtes internes sur la conformité des entreprises et des vérifications détaillées des antécédents pour des entreprises valant des milliards de dollars qui avaient besoin que les choses soient faites discrètement. Le plus important pour ma situation actuelle, c'est qu'il me devait une faveur considérable. J'avais endossé la responsabilité d'une blague d'examen du barreau qu'il avait orchestrée à l'école, sauvant complètement toute sa trajectoire de carrière avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Je n'avais jamais rien demandé en retour. Jusqu'à maintenant. J'ai appelé son portable direct. Il a décroché après exactement 2 sonneries, sa voix toujours rapide et arrogante comme elle l'était toujours. Si tu m'appelles depuis une cellule de prison quelque part, je te jure que je ne paierai pas ta caution cette fois, Brian. J'ai besoin d'une faveur de ta part. Ça doit être discret et rapide. Complètement hors de tout registre officiel. Interrogation. Silence immédiat au bout du fil. Puis, tout son ton a radicalement changé.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? Je viens de t'envoyer un fichier sur ton compte de messagerie sécurisé. Vérifie-le maintenant. Derek Palmer. Market Priority Ragazzo. Silence. J'entendais une frappe rapide en arrière-plan. D'accord, c'est en train de se télécharger. Qui est exactement ce type pour toi? C'est le directeur régional de ma femme dans son entreprise, ai-je déclaré. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur lui. L'historique complet de son emploi, sa situation matrimoniale actuelle, toutes les plaintes RH déposées contre lui. Les registres financiers si tu peux y accéder discrètement. Et j'ai besoin que tout soit propre, sans que rien ne soit signalé dans aucun système. Tu penses que ce type est louche? Je pense qu'il est actuellement dans une suite d'hôtels avec ma femme en ce moment même. Et mes 2 enfants ont complètement disparu sans que personne ne connaisse leur emplacement réel. Triomphe. Cette déclaration avait immédiatement capté toute son attention. Putain de merde, mec. Bon, donne-moi 3 heures maximum. Pas 2. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre et je suis resté assis là, dans un silence pesant. Rien que le bourdonnement mécanique du mini-frigo et des bruits étouffés de télé provenant d'une chambre voisine. Un bruit de fond d'hôtel des plus banals. C'était comme si le monde extérieur continuait de simuler la normalité. Je me suis retrouvé incapable de rester immobile, je faisais les 100 pas dans la chambre. Reprenant mon téléphone, j'ai accédé aux images de sécurité que le gérant de l'hôtel avait déjà envoyées. J'ai méticuleusement examiné chaque image, agrandissant chaque geste, chaque sourire qu'elle adressait à cet homme, chaque contact. Désespérément, je cherchais le moindre soupçon de doute, de culpabilité ou d'hésitation dans ses yeux. Il n'y avait absolument rien à trouver. Elle semblait sincèrement heureuse, même plus qu'heureuse. Elle avait l'air déterminée. Assurée, à l'aise. Puis, lorsque le choc initial s'est estompé, mes pensées ont commencé à se rassembler. Si elle était présente dans cet hôtel hier soir, qui s'occupait de Marcus et Sophie à la maison? Je n'avais pas parlé directement à l'un ou l'autre depuis cet appel vidéo de l'après-midi avec Marcus concernant ses devoirs. J'avais bien l'intention de rappeler le soir, mais j'ai été absorbé par une longue série de mails de clients et je me suis ensuite endormi tôt après l'épuisante session de présentation. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Sur le moment, je l'avais écarté. J'ai repris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma belle-mère, Patricia. Un simple message, « Salut, tout va bien à la maison ?» La réponse est arrivée en une trentaine de secondes. Avec les enfants? Je croyais qu'ils étaient avec vous 2 à ce séminaire sur le leadership. Je fixais l'écran de mon téléphone. Séminaire sur le leadership? Quel séminaire sur le leadership? J'ai immédiatement lancé un appel téléphonique. Elle a répondu à la première sonnerie, paraissant déjà perplexe et inquiète. Il y a un problème? Je croyais que toi et Jennifer étiez à ce séminaire sur le leadership. Elle m'en a parlé la semaine dernière. Quand je lui ai parlé, elle m'a dit que c'était très dernière minute, mais que vous seriez tous les 2 occupés avec des sessions et des ateliers, et que les enfants pourraient participer à des activités amusantes. Ma voix est devenue totalement plate et dépourvue d'émotion. Patricia, je ne suis à aucun séminaire. Je suis en voyage d'affaires, tout seul. Un long silence a suivi. J'entendais sa respiration. Attends, les enfants ne sont pas avec toi en ce moment? Non, ils sont censés être à la maison, comme d'habitude. Elle a émis une sorte de petit halètement. Oh mon Dieu! Où sont-ils? J'ai alors mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le numéro du secrétariat de l'école. Utilisant ma voix de papa sérieux, celle dépourvue de blagues ou de bavardage. J'ai simplement demandé des informations. Bonjour, ici Robert Chen. Pourriez-vous s'il vous plaît me confirmer si Marcus Chen ou Sophie Chen ont été marqués présents à l'école hier ou aujourd'hui? La secrétaire à l'autre bout du fil a hésité. J'entendais les clics rapides des touches de l'ordinateur. Laissez-moi vérifier ça pour vous. Non, je vois qu'aucun des 2 élèves n'a été marqué présent hier ou aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai simplement supposé que c'était un voyage en famille. Nous n'avons pas été officiellement informés d'une absence prévue par les voies habituelles. J'ai eu l'impression que j'allais laisser tomber mon téléphone. Mes mains transpiraient maintenant, pas de peur, mais de la certitude absolue que quelque chose allait profondément mal, dépassant les limites d'une simple liaison. Ensuite, j'ai contacté notre babysitter habituel du week-end, Michel.
17 ans, une jeune femme vraiment adorable qui adore s'occuper des enfants, et ils lui rendent son affection. Elle a répondu, paraissant un peu pressée et distraite. « Oh, salut, monsieur Chen. Je ne m'attendais pas à votre appel. Est-ce que tout va bien, Michel? Où sont les enfants en ce moment? » Un silence qui a duré bien au-delà du raisonnable. Ils sont avec cette amie de la famille à la maison au bord du lac, n'est-ce pas? Celle que votre femme a dit avoir réservée à la dernière minute pour eux, vous vous souvenez? Terminé. J'ai besoin de l'adresse exacte de cet endroit tout de suite. Je ne l'ai pas en fait. Elle m'a juste dit que c'était quelque part à environ 2 heures au nord d'ici. Elle m'a donné des instructions précises pour un lieu de prise en charge où je devais les déposer. J'ai supposé que c'était juste un truc de vacances amusant. Ils avaient tous les deux l'air très excités quand je suis allé les chercher. Michel, as-tu vu cette maison au bord du lac de tes propres yeux? Non. Il était déjà assez tard dans la soirée quand j'ai fait le dépôt. Elle m'a dit de rencontrer un chauffeur à cette station-service Shell sur la route 11. Il a dit qu'il les emmènerait jusqu'au bout à partir de là. Votre femme a spécifiquement dit que c'était quelqu'un qui travaillait avec l'équipe de Derek à l'entreprise, donc j'ai supposé que c'était tout à fait sûr et bien. Induit en erreur. Tordu avec violence. À quoi ressemblait ce chauffeur? Décrivez-le. Je ne me souviens pas vraiment de beaucoup de détails. Peut-être une quarantaine d'années. Il portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil, même s'il commençait déjà à faire sombre dehors. Un SUV noir. Elle a dit qu'il était de la société, alors je n'ai pas pensé à poser plus de questions. J'ai raccroché sans même dire au revoir. Ma femme avait délibérément orchestré un transfert complet de mes 2 enfants vers un lieu inconnu que personne ne pouvait identifier, avec une personne que je n'avais jamais rencontrée ni dont je n'avais jamais entendu parler, en suivant des instructions provenant du même homme avec qui elle venait de s'enregistrer dans cet hôtel. Ce n'était pas une innocente escapade de week-end pour les enfants. C'était un enlèvement stratégique et calculé. J'ai accédé à l'ancien compte de suivi GPS familial que j'avais initialement configuré sur les 2 iPads des enfants il y a plusieurs années, après que Sophie se soit égarée lors d'un voyage en camping, et que nous ayons été incapables de la localiser pendant 20 minutes absolument terrifiantes. J'ai pingé les 2 appareils via le système. Aucun signal sur aucun des 2. Les 2 étaient soit complètement éteints, soit totalement hors de portée cellulaire. Ma fille ne passe jamais une seule heure sans regarder ses tutoriels de dessin en ligne. Mon fils vit pratiquement sur ses jeux mobiles. Ils ne sont littéralement jamais hors ligne à moins que quelqu'un ne les y force physiquement. Soudain, chaque facette de cette situation transcendait l'infidélité conjugale. Il s'agissait de garde, de manœuvre, de contrôle et d'isolement stratégique. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et l'ai intitulé « Documentation et chronologie du transfert des enfants ». J'ai méthodiquement enregistré chaque appel téléphonique que je venais de passer, avec des horodatages précis, documenté chaque conversation en détail et répertorié chaque information. Pas de présence scolaire pour aucun des enfants. Aucun lieu physique connu. Fausses informations délibérément fournies aux membres de la famille et à la babysitter. J'ai tout enregistré dans un dossier que j'ai étiqueté dossier de preuve principale et je l'ai signalé comme urgent en rouge. Brian a rappelé exactement 84 minutes plus tard. C'est tout le temps qu'il lui a fallu. Tu as eu tout à fait raison de m'appeler à ce sujet, a-t-il déclaré, sa voix tendue et grave. Le nom complet de l'homme est Derek James Palmer. Actuellement marié, 2 enfants, réside à Boulder. Le nom de sa femme est Amanda. Ils sont mariés depuis 17 ans, selon les registres publics. Soulagé, et je pouvais l'entendre respirer prudemment. Mais voici l'information vraiment importante que tu dois connaître. Il fait déjà l'objet d'une enquête active des RH dans l'entreprise. 2 plaintes officielles complètement distinctes ont été déposées contre lui au cours des 7 derniers mois. Les 2 plaintes proviennent d'employés subalternes travaillant au sein de l'organisation. L'une de ces plaintes provient spécifiquement de quelqu'un qui se trouve exactement dans le bureau de ta femme. Ma mâchoire s'est serrée si fort que je pouvais sentir mes dents grincer. Ensemble. Les plaintes ont-elles été officiellement déposées, ou sont-elles étouffées et dissimulées? Elles sont toujours techniquement en cours d'examen interne, selon ce à quoi j'ai pu accéder, mais d'après la documentation que j'ai extraite de leur système, les plaintes citent spécifiquement des commentaires personnels inappropriés, une attention excessive et non désirée, et quelque chose à propos d'une séance de mentorat individuel à huis clos qui a clairement franchi les limites professionnelles. Bien sûr, il n'était pas un novice commettant sa première erreur.
C'était un opérateur en série, un récidiviste. Le genre d'homme qui utilise délibérément sa position dans l'entreprise, sa crédibilité professionnelle, son autorité au sein de la hiérarchie de l'organisation comme des armes. Et ma femme était soit sa nouvelle cible, soit sa complice active et consentante dans tout ça. A-t-il autre chose que je devrais savoir sur ce type, Glenn? Ses relevés financiers semblent relativement solides en apparence, mais il y a une tendance décelable dans ses notes de frais. Il utilise régulièrement des cartes de crédit personnel pour réserver des voyages soi-disant liés au travail, puis demande un remboursement à l'entreprise par la suite. Cela lui permet de contourner certaines des exigences standards de l'entreprise en matière de rapports internes et de surveillance. Cette aventure hôtelière particulière de ce week-end va certainement déclencher des signaux d'alarme majeurs une fois que les personnes appropriées verront la documentation. Rosé a acquiescé, même s'il ne pouvait évidemment pas me voir au téléphone. Merci, Brian. Tu viens de me fournir exactement tout ce dont j'avais besoin. Tu prévois de déposer quelque chose d'officiel? Pas encore. Pas tout à fait encore. Une pause de son côté. Ça va? Sérieusement? Démissionnaire? Même pas en rêve. J'ai mis fin à l'appel, mais mon enquête n'était pas encore terminée. Il y a des années, immédiatement après une faille de sécurité majeure sur mon lieu de travail qui avait presque mis en péril un accord de fusion massif, j'avais discrètement commencé à mettre en place une surveillance et un enregistrement sur tous les appareils familiaux partagés. J'avais installé la synchronisation automatique sur le cloud de tous les iPads et téléphones de la famille, soi-disant juste pour qu'on puisse échanger facilement des photos des enfants. Jennifer avait complètement oublié l'existence de ce système. Moi, jamais. Je me suis connecté à l'ancienne plateforme de surveillance en utilisant des identifiants que je n'avais pas touchés depuis peut-être 4 ans. J'ai accédé aux journaux d'activité récents de son iPad. L'appareil s'était automatiquement synchronisé avec le réseau Wi-Fi client de cet hôtel. La nuit dernière, à exactement 23h47, 6 photos avaient été téléchargées sur le stockage cloud familial partagé. Je les ai ouvertes une par une, les mains stables. La première photo montrait un toast au champagne au lit. 2 verres levés, ses ongles vernis clairement visibles sur la photo, son alliance ostensiblement absente de son doigt. La deuxième photo la montrait tenant une carte magnétique de chambre d'hôtel comme s'il s'agissait d'un trophée ou d'un prix. Le numéro de chambre 1206 était clairement visible dans le coin inférieur de la carte. La troisième photo a fait trembler mes mains, non pas de douleur émotionnelle, mais par pure audace et arrogance. Elle riait, la tête rejetée en arrière d'une manière profonde et sincère que je n'avais pas vraiment vue depuis peut-être notre 10e anniversaire de mariage. Ses cheveux tombaient en cascade, et elle était vêtue de ce peignoir en soie bleu marine que je lui avais acheté lors d'une escale à Milan il y a environ 3 ans. Autour de son cou, ostensiblement affiché, se trouvait le pendentif en saphir que je lui avais personnellement offert le soir même où nous avions triomphalement remboursé notre prêt immobilier. Et posé confortablement, possessivement, sur sa cuisse se trouvait sa main, visible dans le cadre, nonchalante comme s'ils ne se souciaient même plus de dissimuler leurs actes. Je me suis adossé à ma chaise de bureau et me suis forcé à respirer régulièrement pendant 1 minute entière. Toujours pas de fureur explosive. Pas encore, en tout cas. Juste une clarté absolue, cristalline. Parce que ce n'était plus de simples images de surveillance ou des conjectures. Non. Peut-être que ce n'est pas ce que cela semble être, ou qu'il pourrait y avoir une explication. C'était exactement ce que cela semblait être. Et maintenant, je possédais des horodatages, des visages, des données de localisation, des coordonnées GPS, des preuves tangibles. Elle ne s'est pas contentée de me tromper. Elle a tout documenté comme si elle en était fière, comme si elle désirait une trace. J'ai systématiquement copié tous les fichiers photographiques sur mon disque dur chiffré, en ajoutant des balises de métadonnées méticuleuses à chacun. J'ai effectué une recherche de géolocalisation inversée sur les données GPS intégrées aux photos et j'ai vérifié que les coordonnées précises correspondaient à cet hôtel spécifique. Au même étage que la suite que Derek avait apparemment réservée sous son nom et ses coordonnées. Elle avait été incroyablement négligente et imprudente. Pas moi. J'ai accédé à notre compte de carte de crédit partagé en ligne et j'ai lancé une recherche, en filtrant les transactions par lieu. C'était là, aussi clair que le jour, une transaction en attente de précisément $418,72 dans cet hôtel spécifique. Un enregistrement pour une suite double exécutive horodatée hier à 17h43, elle avait délibérément utilisé la carte de crédit de voyage d'entreprise que j'avais personnellement créée à son nom il y a 5 ans pour des voyages d'affaires légitimes.
Elle n'avait même pas fait le moindre effort pour dissimuler tout cela. Il existe une disparité monumentale et fondamentale entre une liaison spontanée, motivée par l'impulsion, et une trahison calculée et logistique, motivée par la planification. L'une est égoïste et émotionnelle, l'autre est stratégique et froide. Il ne s'agissait pas de luxure, de passion ou d'un moment de faiblesse passager. Il s'agissait d'une planification et d'une coordination délibérée. Et ce n'était pas simplement une simple trahison de notre mariage. C'était de l'arrogance pure. Elle avait présumé que je ne découvrirais jamais la vérité, que j'étais trop éloigné géographiquement, trop préoccupé par le travail, trop confiant. Elle comptait sur le fait que je sois fiable et prévisible. Et les hommes fiables et prévisibles sont souvent trahis. Silencieusement, sans qu'elle ne le sache jamais, j'ai ouvert un nouveau dossier chiffré sur mon ordinateur portable et je l'ai soigneusement nommé « Dossier de preuve principale terminé ». J'y ai systématiquement fait glisser absolument tout. Les fichiers vidéo des caméras de sécurité, toutes les photos de son iPad avec les métadonnées complètes intactes. Les relevés de transactions de cartes de crédit, les emails de confirmation de présence scolaire, la déclaration détaillée de la babysitter, l'historique des plaintes aux ressources humaines de Derek. Brian avait extrait les résultats complets de sa vérification des antécédents, ainsi que toutes les données de suivi GPS. Ensuite, j'ai créé un document de chronologie extrêmement détaillé, cartographiant méticuleusement chaque événement chronologiquement, avec toutes les preuves à l'appui correctement jointes et référencées. À 7h05 du soir, très précisément, j'ai composé un message électronique. Le destinataire était William Harrison, vice-président principal de la division A. Le patron du patron de ma femme, dans la hiérarchie de l'entreprise. Un homme qui, selon sa biographie officielle sur le site web de l'entreprise, prenait l'intégrité et l'éthique de l'entreprise très au sérieux. Un homme qui avait même été cité dans une vidéo de formation obligatoire des ressources humaines en disant « Soit nous protégeons notre culture, soit nous nous écartons immédiatement et laissons quelqu'un d'autre le faire. » Cible idéale. L'email lui-même était délibérément court et chirurgical. Ton professionnel, Monsieur Harrison, je pensais que vous aimeriez savoir avec qui votre directeur régional voyage actuellement et dont le nom figure sur les documents de réservation de l'hôtel. En dessous de cette simple phrase, j'ai joint un seul fichier PDF propre, formaté de manière professionnelle. Je l'ai intitulé simplement « Palmer ». Question de conformité de l'entreprise. Examen urgent requis. À l'intérieur de ce fichier PDF se trouvaient des captures d'écran fixes des images de la caméra de sécurité montrant clairement Derek et Jennifer en train de s'embrasser à l'ascenseur de l'hôtel. Sa signature manuscrite sur les formulaires officiels d'enregistrement à l'hôtel. Tous les détails de la réservation indiquant son nom et les informations de la carte de crédit de notre famille. Un résumé complet des plaintes existantes de Derek aux ressources humaines, avec les numéros de dossier officiels et l'état actuel de l'examen interne. La photo du champagne, avec son pendentif en saphir, les eurodatages clairement visibles. Des captures d'écran du téléchargement de l'iPad, y compris les données complètes des coordonnées de géolocalisation intégrées. Les relevés de présence officielle de l'école montrant l'absence des deux enfants sans aucune notification préalable formelle par les voies appropriées. Des notes extrêmement détaillées documentant la remise non autorisée de l'enfant à un chauffeur adulte non identifié, selon la déclaration sous serment de la babysitter que je lui avais fait rédiger et signer. Aucun commentaire émotionnel nulle part. Aucune accusation colérique ou langage violent. Juste des faits froids, durs et documentés, disposés dans une séquence claire qui parlait plus fort que n'importe quelle accusation ne pourrait jamais le faire. J'ai cliqué sur envoyer à 7h05 du soir et 12 secondes très précisément, puis j'ai délibérément posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai tiré les lourds rideaux. J'ai contemplé le parking ambré, les réverbères s'étendant sur le trottoir en contrebas. Quelque chose de subtil mais de significatif a changé dans l'atmosphère de cette pièce. Pas comme le tonnerre qui approche ou une tempête imminente. Plutôt comme ce moment précis juste avant qu'un scalpel chirurgical ne fasse sa première incision propre. Contrôlé. Délibéré. Précis. Dans exactement 10 minutes, la notification de confirmation de lecture de mon système de messagerie a confirmé. Harrison avait ouvert le message et téléchargé la pièce jointe. La réaction en chaîne de l'entreprise avait officiellement commencé sa séquence. Je comprenais exactement comment fonctionnaient ces systèmes et hiérarchies d'organisation d'entreprise parce que j'avais personnellement aidé à concevoir des politiques de conformité exactement comme celles que Derek venait massivement de violer.
Il y a toujours un point très spécifique où toute organisation cesse de protéger l'employé individuel et commence à se protéger elle-même et son exposition à la responsabilité. Ce point critique arrive généralement emballé dans des documents PDF soigneusement formulés envoyés par quelqu'un qui n'a absolument plus rien à perdre. Jennifer n'avait absolument aucune idée de ce qui venait d'être mis en mouvement dans ses canaux d'entreprise. Et la beauté de la chose, c'est qu'elle ne verrait rien venir avant qu'il ne soit bien trop tard. Elle commencerait à sentir les tremblements de terre en premier. De petites choses. Une réunion programmée qui est soudainement reprogrammée sans explication. Un email poli mais inhabituel des ressources humaines demandant sa disponibilité pour un appel. Un regard d'un collègue dans le couloir qui s'attarde un peu trop longtemps. Le ton de Derek changeant quand il lui parle, lui évitant soudainement le contact visuel direct. Puis viendrait l'appel officiel de quelqu'un d'en haut. Puis les questions formelles, puis la lente prise de conscience. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle finirait par chercher désespérément son téléphone. C'est à ce moment-là qu'elle commencerait à composer frénétiquement mon numéro encore et encore. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle découvrirait que je ne l'avais pas appelé une seule fois. Parce que je n'avais pas besoin de l'appeler. Je ne faisais plus partie de la conversation. J'étais maintenant la conversation entière. À 10h11 du soir, très précisément, le téléphone de la chambre d'hôtel a sonné à nouveau. La même voix de la réception que ce matin. Visiblement plus nerveuse et tremblante cette fois. « Monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il y a une dame dans le hall qui demande à vous voir de toute urgence. Elle est accompagnée. Dois-je leur dire que vous n'êtes pas disponible ? Je n'ai même pas hésité une seconde. Dites-lui que je la rencontrerai demain matin à 9h pile. Salle de conférence C. Pas avant. J'ai raccroché et me suis allongé sur le lit, les yeux fixés sur le plafond texturé pendant un long moment. Pas parce que j'étais incertain ou que je remettais en question quoi que ce soit de ce que j'avais fait. Je conservais simplement mon énergie pour la suite. On n'entre pas dans une confrontation en se fiant uniquement à l'adrénaline et à l'émotion brute. On y entre avec une maîtrise totale. On se tient comme si la fin était déjà gravée dans le marbre, et qu'on était juste là pour tourner la dernière page et refermer le livre. Je n'ai presque pas dormi de la nuit, mais bizarrement, je n'étais pas fatigué au matin. À 8h55 du matin, pile, je suis entré dans la salle de conférence C avec un dossier en cuir. Le personnel de l'hôtel avait tout organisé précisément comme je l'avais demandé la veille. Installation de table de conférence professionnelle. Chaises disposées de manière formelle, un écran de projection déjà monté et branché. Petit coin café installé dans un coin. Complètement neutre, stérile. Professionnel. Comme une petite salle d'arbitrage d'entreprise juste avant une réunion de licenciement de cadre. William Harrison était déjà assis au bout de la table quand je suis entré. Lisse, silencieux, absolument impassible. Il serrait un fin dossier manie si fort que ses jointures étaient devenues complètement blanches. Je lui ai adressé un bref signe de tête professionnel. Il n'a pas répondu. Assise immédiatement à sa gauche, une représentante des ressources humaines, probablement dans la mi-trentaine, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré, les lèvres pincées en une fine ligne. À côté d'elle était assis Brian, qui avait pris un vol de nuit depuis Seattle. « Tu as dit que tu voulais que ce soit chirurgical et professionnel », m'avait-il dit quand il était arrivé à ma chambre à 6h du matin, alors j'ai apporté tous les outils nécessaires. À 9h02 du matin, pile, Jennifer est entrée. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Pas de maquillage, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval négligée qu'elle ne porte que quand elle est vraiment malade. Son gilet était boutonné de travers, un côté pendant plus bas que l'autre. Son teint était cendré, ses lèvres sèches, ses mains tordant sans cesse la bandoulière de son sac à main, comme si elle anticipait un examen qu'elle était certaine de rater. Elle s'est immobilisée en me voyant, puis son regard a parcouru la pièce, englobant Harrison, la représentante des ressources humaines, Brian, et l'immense écran de projection à l'avant. Elle est restée debout. J'ai fait un geste vers la chaise inoccupée en face de moi, l'invitant à s'asseoir, à se désarmer. Je ne comprends pas la nature de cette réunion, ni la raison pour laquelle ma voix y est même incluse. Procéder à la présentation, a-t-elle déclaré. L'assassinat a enfoncé une touche de son ordinateur portable, et l'illumination a diminué. Les images de surveillance de sécurité occupaient l'écran. Initialement, le vestibule de l'ascenseur, capturé hier à 5h47 de l'après-midi, montrait Jennifer embrassant Derek sur la joue, son visage rayonnant comme si elle avait remporté une victoire significative.
par la suite, la réception d'enregistrements, montrant sa signature sur les documents d'enregistrement et le transfert de la carte clé en sa possession. Troisièmement, le couloir extérieur à la suite 1206, montrant les deux y entrant, ensemble. Quatrièmement, la photographie du champagne extraite de son iPad, exhibant son collier, sa main reposant sur sa jambe, son rire retentissant et débridé. La chambre devint complètement silencieuse. Même l'appareil à café cessa son bourdonnement. Jennifer n'avait pas encore commencé à pleurer. Elle fixait simplement l'écran, la bouche légèrement bée, sa respiration s'accélérant. Sa main serrait le bord de la table comme si elle en avait besoin pour se soutenir, pour maintenir son équilibre. Lorsque la vidéo s'est terminée, le silence a persisté. Personne n'a prononcé un mot pendant près de 60 secondes. Puis Harrison, conservant une attitude calme mais glaciale, a déclaré, à compter d'aujourd'hui, vous et Monsieur Palmer êtes placés en congé administratif. Une enquête interne va commencer, comme l'exige la politique de l'entreprise. Un conseiller juridique contactera chacun de vous dans les 24 heures suivantes. Jennifer, enfin, a dirigé son regard vers moi, m'a vraiment observé. Sa voix tremblait. Je t'en prie, épargne-moi ça. Je lui ai rendu son regard, non pas comme son mari, mais comme quelqu'un qui examine un document rempli de faussetés susceptibles d'être réfutées. Je n'ai ni élevé la voix, ni souri, ni même cligné des yeux. Tu as orchestré ça. Je ne fais que traiter les conséquences de ce qui s'est déjà passé. J'ai fait glisser un gros dossier sur la table. Il s'est posé silencieusement devant elle. À l'intérieur se trouvaient les clauses de séparation, l'accord de garde, le partage des biens, et un accord de confidentialité protégeant la vie privée de nos enfants. Ses mains tremblaient violemment en l'ouvrant. Tu as tout planifié à l'avance, a-t-elle murmuré. Non, ai-je répondu, en me levant lentement. C'est toi qui as créé cette situation. Je n'ai fait que la documenter. Brian se leva lui aussi. Si vous préférez la présence de votre propre conseiller juridique, nous pouvons lever la séance à cette fin. Cependant, chaque élément contenu dans ce dossier a été validé par un avocat et est pleinement recevable devant un tribunal. Elle semblait sur le point de vomir. Harrison récupéra sa mallette et fut le dernier à se lever. Le service de gestion des risques vous contactera cet après-midi. Je vous conseille vivement de coopérer pleinement. Il partit sans un regard de plus, comme si elle n'était même pas là. Je fis un signe de tête aux ressources humaines, puis à Brian, et quittai la pièce sans prononcer un autre mot. Derrière moi, j'entendis la voix de Jennifer se briser, non pas par indignation, mais parce qu'elle comprenait avec une précision glaçante où ses choix l'avaient menée. Elle n'était pas entrée dans une réunion, elle était entrée dans les conséquences. 2 jours plus tard, je me retrouvai à la réception de l'hôtel, bouclant mon départ définitif. Le même directeur qui avait passé le coup de fil initial se tenait là, rigide et formel. Il ne s'enquit pas de la qualité de mon séjour et ne me proposa pas non plus son aide. Il me présenta simplement une enveloppe blanche cachetée. « Cela vient de votre femme, dit-il à voix basse. » Je ne la pris pas tout de suite. Je me contentai de l'examiner. Une enveloppe banale, sans nom. Une écriture que je reconnaîtrais entre mille. Alors, je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Tout d'abord, un mot griffonné à la hâte dans son écriture paniquée. Je ne sais plus comment réparer ça. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. S'il te plaît, téléphone-moi. Je t'en prie. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ensuite, une feuille de papier pliée, ornée de feutres, un dessin d'enfant. 2 bonshommes souriants, un grand aux cheveux bruns étiquetés, papa, et un petit, tenant un ballon rouge tout en haut. Moi et papa aux eaux. Je restai là un long moment, ressentant le poids de ce dessin plus profondément que tout ce que j'avais touché au cours des 48 heures précédentes. Cela ne changeait rien aux actes de Jennifer, ni aux procédures judiciaires qui s'ensuivraient, mais cela me rappelait ce qui comptait vraiment, ce que j'étais obligé de protéger. Je remis doucement le mot et le dessin dans l'enveloppe et la glissai sur le comptoir. Si elle arrive ici à ma recherche, dis-je calmement, dites-lui qu'elle aurait dû examiner les caméras de sécurité avant de se lancer dans la tromperie. Il déglutit et acquiesça. Je sortis dans la lumière éclatante du matin. Je ne jetai pas un regard en arrière sur l'édifice, le hall ou l'endroit où elle l'avait embrassé sur les images que je n'aurais plus jamais besoin de voir. Je me dirigeai vers ma voiture de location, celle que j'avais réservée sous un autre nom, par précaution. Pas de musique, pas de GPS,
juste le ronronnement discret du moteur et la route ouverte devant moi. Ce n'était pas de la joie, pas vraiment. C'était de la clarté, et cela avait plus de valeur que n'importe quelles excuses. Elle pouvait écrire des missives sur du papier à en-tête d'hôtel. Elle pouvait garder son enveloppe et ses justifications. Je garderai la vérité et mes enfants.